Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette première édition de votre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo qui décrypte comme chaque semaine l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour analyser et décrypter cette actualité, justement, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour François et bonne année à tous nos lecteurs. Bonne année à nos lecteurs, tout à fait. Merci de le préciser et de le rappeler. Alors Guy, l'actu de la semaine, ça commence par le CES qui, malgré différentes pérégrinations, se tient en tout cas à une version peut-être un peu light, parce que pas mal de gens ont fait faux bond. Oui. Mais il y a quand même des annonces et on revient sur ces annonces qui peuvent concerner nos lecteurs, notamment du côté de chez Intel et AMD. On sait qu'Intel, on en a largement parlé, était un peu en retard ces dernières années. Donc là, visiblement, Intel a repassé la seconde, si je peux me permettre d'expression, maintenant avec les boîtes automatiques et voitures électriques, ça marche moins. Dire à la ramasse. Non, ce ne serait pas permis. Donc Intel est à l'offensive avec pas mal d'annonces et AMD évidemment ne reste pas les deux pieds dans le même sabot pour faire dans les images un peu triviales. On commence par Intel peut-être. Alors Intel, comme vous le disiez, on en a pas mal parlé. Intel avait pris du retard par rapport à Apple qui avait lancé son propre M1 pour ses PC. Et donc là, c'est la déclinaison mobile de la 12e génération des Core i. Donc il y a eu une première version processeur-serveur, puis après il y a une déclinaison desktop qui était annoncée à l'automne. Et là, le CES fait l'annonce de la version mobile, donc 12e génération, qui offre des performances. Là pour l'instant, il n'y a pas de benchmark, c'est Intel qui donne les performances. C'est forcément très bien. Avec des pincettes, comme on dit, mais bon, a priori ils arrivent à niveau de M1 d'Apple, donc c'est déjà une grosse progression, sachant que en fait les processeurs, c'est bien, ça prend quand même, faut les concevoir, faut les fabriquer, donc c'est pas en un claquement de doigts que ça va arriver. Et c'est pas parce que Pat Gelsinger est arrivé qu'en 3 jours tout va changer. Donc je dirais que le vrai tournant est attendu pour 2024 puisqu'il avait présenté sa roadmap avec la génération 20 angstrom. Donc on en est on parle de nanomètres, et là au lieu de descendre à la 10, enfin 3 décimales en dessous, il a été assez prudent, il est passé en dessous en parlant de angstrom, donc on est à 10-10. Donc c'est en 2024 qu'on aura vraiment le gros l'impact de voilà. Mais là donc cette nouvelle génération pour les mobiles est quand même assez impressionnante. Et donc il y a une déclinaison alors maintenant on sait bien, il y a une annonce de processeur et puis après il y a des déclinaisons en pagaille pour des utilisations différentes. Donc là on peut retenir HPU. Donc il y en a une, c'est pour les ordinateurs de jeu, dont on sait ils ont besoin énormément de puissance. Puis la P, c'est pour les ordinateurs mobiles légers, mais qui ont besoin de performance et donc qui consomment un peu. Donc là, on est à 28 watts. Et puis, vous avez la U, qui, elle, est pour des ordinateurs très peu consommateurs. Très peu consommateurs. On parle de 9-15 watts, donc c'est très léger. Donc, je dirais que c'est une annonce qui est importante, une annonce d'étape, on va dire, pour Intel, qui est importante. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de replacer ça dans le contexte de l'histoire des processeurs. On ne va pas remonter au premier, mais on se souvient que dans les années 2005, Intel était arrivé un peu devant le mur du son, si je puis dire. Et donc, on est passé du monocœur au multicœur. Et là, on est maintenant en plein multicœur hybride. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cœurs qui sont spécialisés pour des tâches. Donc, pour simplifier, là, par exemple, on a des cœurs... donc, c'est le Big Light. C'est pas le Big Light, mais c'est le Big Light. Donc, il y en a qui sont très performants et puis il y a des cœurs qui sont plus économes, et donc on utilise les uns ou les autres en fonction de ce qu'on a à faire. Donc ça c'est pour Intel. Et puis pour AMD, alors là c'est, je dirais, un peu plus classique, si je puis dire. Donc c'est les Ryzen 6000 et c'est une annonce en fait d'une version extrêmement économe en consommation électrique, qui permettrait une autonomie on parle de AMD. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même assez considérable. Bon, même si de ce point de vue-là, avec les SSD et puis l'amélioration des PC, maintenant on est quand même dans des choses assez raisonnables. Enfin, 20 heures, c'est vrai que c'est toujours bon à prendre. Alors il y a ça, et puis il y a aussi l'utilisation de la puce de sécurité hardware de Microsoft, Pluton, donc qui est utilisée aussi par AMD. Donc
et c'était annoncé puisque Microsoft l'avait licencié pour que tous les les fabricants de processeurs s'en s'en saisissent, donc c'est quelque chose qui marche. Donc il y avait ces deux annonces-là, puis peut-être une troisième qui n'a rien à voir avec ces deux-là. Là, c'est une initiative de Google qui entend rapprocher les univers Android et Windows. Donc c'est vrai que c'est une démarche d'ailleurs que Microsoft a engagé. Microsoft et puis Apple aussi avec ses Mac entre les Mac et les portables iPhone et iPad, donc rapprocher les deux univers. Et là c'est un peu la même chose, sachant que c'est vrai que maintenant beaucoup de gens ont toute la panoplie et donc il est assez souhaitable de passer de l'un à l'autre avec les mêmes applications sans avoir à faire des gymnastiques un petit peu compliquées. Alors, autre annonce qui est peut-être passée un peu plus inaperçue de nos lecteurs, c'était un peu avant les fêtes, c'est un acteur du stockage qui s'appelle Vast Data, qui fait des annonces autour des nouveaux SSD d'Intel avec des volumes de stockage qui sont pour des SSD assez phénoménaux. Oui. Sachant parce que traditionnellement, la distinction est simple, le HDD c'est pour les gros volumes. Et le SSD, c'est pour les petits volumes, les portables, ainsi de suite. Là, on est vraiment dans une autre dimension. Alors, comme vous le disiez, Vast Data, il porte bien son nom, parce que là, on est dans des univers assez énormes. Donc, on pourrait dire, en fait, là, pour simplifier, c'est que c'est des très, très gros volumes, mais ça coûte cher. Donc, c'est un peu ça. Alors, si on regarde un peu plus en détail, donc, ils ont fait une annonce. En fait, ils utilisent les disques SSD d'Intel, la dernière génération, à 30 Tera. Donc, c'est des disques électroniques NVMe, bien sûr, donc 30 Tera, et ils arrivent à en empiler, si je puis dire, plus d'une cinquantaine dans un rack 1U. Donc, si vous faites le calcul, ça fait 1,5 péta. Et 1,5 péta global, ça fait 1 pétaoctet utile. Vous en mettez 40. Un U, oui, ça fait 1 péta. Donc, vous en mettez 40, donc vous avez une armoire de 40 U, ça fait 40 pétaoctets. Donc vous voyez que ça fait quand même utile. Ça fait beaucoup. Là, on ne parle pas de prix. C'est donc pour les entreprises qui ont vraiment besoin de quantités assez considérables, des volumes et à la fois rapidité. Et alors, juste 2 mots sur cette entreprise qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais qui concurrence Pure Storage. Oui, c'est ça, mais elle est plus récente. Elle date de 2016. C'est une société américano-israélienne, parce qu'elle est basée sur les deux pays. Et elle a un siège qui est à New York. À signaler, parce que finalement, elle n'est pas en Silicon Valley, donc c'est un petit peu différent. Donc, c'est intéressant à dire, et ça montre que, vous vous souvenez, ça fait des années qu'on parle du besoin en capacité de stockage qui augmente de 30, 40, 50% par an, c'est pas très bien. Et à un moment, c'était un peu comme pour le pétrole, on se demandait est-ce qu'on va avoir assez de... Et là, vous voyez que finalement, tout ce dont on a besoin est en train d'arriver. Le problème, c'est juste les budgets, mais ça... Oui, mais on a dit qu'on ne parlait pas d'argent. Alors, parce qu'on ne parle pas d'argent, on parle quand même d'une initiative du gouvernement pour faciliter la vie des entreprises avec 3 nouveaux portails proposés par le gouvernement. Alors, ça ne concerne pas forcément directement nos lecteurs, mais un petit peu quand même. Ça concerne les entreprises, donc a priori, ce n'est pas directement les services informatiques, mais en tout cas... donc ces 3 nouveaux portails, vous vous souvenez, en fait, il y a quelques années, il y avait eu la simplification des démarches administratives, une initiative qui avait été lancée par le gouvernement. Donc, peut-être qu'on pourrait inscrire cette initiative et ces 3 nouveaux portails dans ce cadre-là. Alors, je les ai notés parce que je les ai pas retenus par cœur. Et puis après, je ferai un petit commentaire. Évidemment, la critique est toujours très facile. Donc, il y en a un qui s'appelle enterprise.service-public.fr, l'autre qui s'appelle formalité.entreprise.gouv.fr et le troisième qui s'appelle portailpro.gouv.fr. Alors, il y en a un, c'est, je dirais, de l'information pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Il y en a un deuxième, c'est pour tout ce qui est formalité administrative. Et puis le troisième, c'est pour tout ce qui est déclaration, paiement. Donc vous voyez, c'est 3. Je dirais que la remarque qu'on pourrait faire, c'est que, déjà, pourquoi 3 portails et pas un portail sur lequel il y aurait 3 boutons avec les 3 fonctions. Ça aurait été... peut-être plus simple. Et un portail qui serait appelé, je ne sais pas moi, entreprise.gouv.fr. Ça aurait été... Bon. En plus, vous voyez ces 3 portails, ils ont des noms différents. Donc on se demande pourquoi ils n'ont pas unifié la structure du nom sur un standard commun. Bon, ça sont des remarques, je dirais, un peu faciles à faire, mais sont quand même. Et puis, en plus, alors l'autre point, mais là c'est, on va dire, oui, mais c'est un procès d'intention.
c'est pas parce que vous mettez un portail, parce que c'est un peu comme toutes les entreprises qui mettent contact@entreprise.fr. C'est-à-dire, s'il y a des personnes derrière qui répondent aux mails, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vous pouvez faire le meilleur portail du monde. S'il n'y a pas derrière toute la mécanique, les procédures et les personnes qu'il faut pour, faire en sorte que les choses avancent, ça n'avancera pas beaucoup. Donc, le portail, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. C'est bien s'il est très beau, si on le voit, mais il faut que tout ce qui est en dessous fonctionne correctement. Donc là je ne porte pas de jugement. J'espère que tout a été mis en œuvre pour que ça fonctionne au mieux. On attend le retour de nos lecteurs sur le sujet. En attendant, on va maintenant du côté de la CNIL qui, elle, n'est pas restée inactive pendant les fêtes, puisqu'elle a sanctionné pas moins que Google et Facebook, j'allais dire encore, avec des montants quand même significatifs sur ces problématiques de cookies bien connues, parce que pour nos lecteurs qui utilisent Facebook et Google, on a bien le sentiment que le fait de ne pas vous refuser les cookies, c'est pas très simple. Oui. Moi, j'ai toujours pas compris personnellement comment faire, mais oui. Alors, déjà, on avait dit qu'on ne parle pas d'argent, mais là, on va en parler. Donc, comme vous disiez, 60 millions d'un côté, 150 millions de l'autre. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire le calcul depuis le début, combien ils ont été sanctionnés, à quel moment l'argent a été réellement versé et dans quelle caisse il va et à quoi il va servir. Cela étant dit, pour ce qui concerne Facebook, alors pour les deux, c'est Facebook Irlande ou Google Irlande et Google LLC. Donc, pourquoi Irlande ? Parce que en fait, c'est l'entité juridique qui gère finalement le fonctionnement de l'entreprise en France. Ça, c'est le premier point. Pour les deux, en gros, l'idée, c'était effectivement parce que le fait d'accepter ou de refuser les cookies n'était pas présenté de la même manière. Bien entendu, pour accepter, c'était très simple. Pour refuser, c'est beaucoup plus compliqué. Pour refuser, en fait, alors en plus, c'est un peu, un peu vicieux, entre parenthèses, parce que pour refuser, c'est pas sur la page d'accueil, c'est sur la deuxième page. Et puis, au lieu de marquer refuser, là, vous avez marqué accepter. Parce que vous savez, c'est accepter, c'est comme activer, désactiver, c'est un peu ça. Donc, quand vous lisez accepter, le temps que votre cerveau réagisse et vous compreniez que c'est pour refuser, ça demande un temps. Et puis, vous laissez tomber, et donc vous laissez les cookies fonctionner. Et donc, c'est ça ce qui permet, un à Google et l'autre à Facebook, de récupérer toute votre navigation et de revendre ça à des publicitaires. Et de faire des milliards avec ça. Alors, un dernier mot, c'est les cookies, vous en parliez. Donc, les cookies, en fait, ça date finalement quasiment de l'arrivée du web dans les années 94. Donc, c'est juste en fait un petit texte qui est déposé dans votre ordinateur via le protocole HTTP, mais c'est pas un programme informatique qu'on peut activer. Donc, ça, faut quand même rassurer nos lecteurs. C'est pas comme le virus qui intégrerait de la 5G. Faut pas non plus. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est quand même. Il serait normal qu'on puisse facilement accepter ou refuser le fait d'être en gros pisté, parce que c'est ça ce que ça veut dire. C'est un peu le petit pousset. Là, c'est le gros pousset qui dépose les petits cailloux pour à chaque fois que vous revenez sur le site, pour savoir exactement ce que vous allez faire, quelle page vous allez activer, etc. Donc, c'est quand même le consentement de l'utilisateur et quand même le minimum syndical. Le minimum, exactement. Complètement. Alors le dossier, non pardon, j'allais aller un peu vite. Autre actu de la semaine importante, on parlait pas d'argent là, on va encore en reparler, et pas qu'un peu, parce qu'on parle de 3 000 milliards de dollars, c'est la nouvelle valorisation boursière d'Apple, qui est le record total, absolu. Oui, aucune entreprise. Si on vous avait dit ça en l'année 2000 où Apple était dans le trou, je pense que vous m'auriez pris pour un fou. Mais j'étais peut-être fou à l'époque d'ailleurs. Mais donc 3 000 milliards, ils ont passé là-bas et puis ils sont revenus un peu. Donc on sait bien la capitalisation boursière, ça fluctue, ça peut monter. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ils avaient franchi 1 000 milliards, on s'était déjà extasié, et là on est à 3 000. On se demande si... oui, est-ce que les arbres vont monter au ciel, voilà, c'est ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que... alors, 3 000 milliards, c'est quoi ? Si je vous dis, c'est trop grand, on ne voit pas ce que ça représente. Donc il faut le comparer à des choses comparables. LVMH, qui est la plus grosse capitalisation boursière, c'est 400 milliards. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de 1,7 à 1,8. Donc déjà, ça fixe un peu les ordres de grandeur. Renault, c'est 10 milliards.
Atos, c'est 4 milliards. Donc, vous voyez Atos, 110 000 personnes. Donc, ça dépasse un peu l'entendement. L'autre idée intéressante, c'est que... vous vous souvenez, quand Steve Jobs est mort, on se préoccupait beaucoup de l'avenir de l'entreprise. On se disait c'est fini, Scotty Poop... Et d'ailleurs, enfin... Non, je sais pas si j'avais eu cette idée en tête, mais c'est vrai qu'on en avait quand même beaucoup parlé. La question était légitime. Parce que je dirais la fusion entre Apple et Steve Jobs était extrêmement forte. Et à l'époque, donc il est mort en 2011, et l'entreprise était valorisée à 350 milliards de dollars. Donc vous voyez, ça a été multiplié par 10. On est arrivé à 1000... en 2008, on était à 100 milliards. En 2018, on était arrivé à 1000. Alors j'ai dit quelques semaines, mais c'est un peu plus que ça. Quelques années, oui. Et là, aujourd'hui, 3000. Donc vous voyez que c'est... Alors, puisqu'on est dans le calcul, je reviens au point précédent sur Facebook. Pourquoi 60 millions ? Parce que la CNIL, puisque c'est la CNIL, on n'avait pas précisé que on l'a précisé. La CNIL s'est dit, en gros, c'est basé sur le nombre d'utilisateurs. Faites un petit calcul. En France, mettons qu'il y ait 30 millions d'utilisateurs, 60 millions d'euros d'amende. S'il y a 3 milliards d'utilisateurs dans le monde... en gros, ça voudrait dire, si toutes les CNIL du monde entier faisaient la même chose, on serait à 6 milliards d'amendes pour Facebook. Ça commence à peser un peu. Oui, je pense qu'ils s'en remettront quand même. C'est un peu plus que de l'argent de poche. C'est vrai. Alors, j'arrive justement au dossier de la semaine. J'avais un peu anticipé le calcul quantique, qui est un sujet dont on parle beaucoup ici. La France lance sa plateforme de manière officielle. Alors, les autorités gouvernementales étaient à la manœuvre. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté quand même un peu, entre guillemets... Qu'est-ce qu'on va faire avec le quantique ? Où est-ce qu'on va ? Alors là, il y avait déjà l'annonce du plan quantique il y a quelques mois. Un budget de 1,8 milliard. Bon, c'est pas, évidemment, c'est par rapport aux sommes qu'on vient de présenter, c'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Et donc là, c'est vrai que le gouvernement français s'est saisi de l'intérêt et de l'importance, même plus que ça, de l'informatique quantique. Donc là, je dirais que c'est un peu une piqûre de rappel pour aller présenter un peu où on en est. Donc c'est le lancement d'une plateforme, dans le cadre du CEA. Et l'annonce a été faite, conjointement par Florence Parly, qui est ministre de la Défense, et puis Frédéric Vidal, qui est ministre de la Recherche, et puis Cédric secrétaire au numérique. Et donc, effectivement, cette annonce, elle a été quand même si la dernière loi de programmation militaire n'accorde qu'un budget de 50 millions d'euros sur le quantique, je dirais qu'il faut placer tout ça dans un contexte général et que les applications militaires ont été assez largement mises en avant, d'où la présence de Florence Parly. Alors les applications militaires, c'est d'abord le fait de la capacité de casser les codes. Ça c'est important, on l'avait bien dit. C'est à la fois le chiffrement, c'est important et c'est un problème parce que si on peut casser tous les codes de chiffrement, mais il y a beaucoup d'informaticiens qui travaillent déjà sur ce problème depuis longtemps. C'est la possibilité d'améliorer la précision dans la géolocalisation avec le GPS ou Galileo. C'est la capacité d'améliorer la précision dans le guidage des missiles. Donc ce sont là des applications, militaires. Mais après, il y en a d'autres et on va les développer au fur et à mesure parce que dans l'informatique quantique, il faut développer, tout un nouveau bibliothèque logicielle complètement différente de celle qu'on utilise. Et là, on parle en fait de plateforme hybride puisqu'on va mélanger du HPC et du quantique. On n'accède pas à un ordinateur quantique directement. Il faut passer par le HPC. Et ce qui a été dit en plus, c'est que cette année, il va y avoir le lancement de 2 ou 3 appels d'offres pour l'acquisition d'ordinateurs quantiques donc sur le territoire français. Donc là, il n'y a pas des centaines de fournisseurs possibles. Alors le plus possible, c'est IBM, il y en a d'autres. Il y a IonQ, il y a Rigetti, il y en a quelques autres, pas énormément. Donc qui dépasserait les 100 qubits. C'est que les qubits, c'est pas la mesure absolue de tous, mais enfin, ça donne une idée. Donc 100 qubits, IBM, par exemple, a annoncé récemment 127. Ils avaient franchi la barre des 127 et ils prévoient 1000 qubits pour 2023. Donc, il y a cette annonce qui est en cours. Et vous vous souvenez qu'on avait reçu Béatrice Kozowski il y a pas très longtemps, la nouvelle patronne d'IBM. Et je lui ai demandé si elle espérait, parce qu'il y a l'Allemagne dans le FRA
Fraunhofer Institute avait fait l'acquisition du premier ordinateur IBM sur son sol, et donc elle avait dit j'espère vraiment qu'il y en aura un en France. Donc on pourrait parier que effectivement il y aura un ordinateur quantique IBM en France dans le courant d'année. Ce serait pas surprenant. Très surprenant. Très bien. Les paris sont ouverts. Suite au prochain épisode. Alors justement, prochain épisode, l'actualité de la semaine dernière, Guy, vous avez retenu la matinale de nos confrères et camarades d'IT for Business sur l'hyperconvergence, ou on dit plutôt maintenant le multi-cloud ou le cloud hybride, c'est plus à la mode, qui se déroulera le 20 janvier. Le 20 janvier à 9h30, donc c'est en virtuel. En virtuel et en temps réel. Bien sûr, c'est en direct. Mais on peut le revoir après si on n'est pas disponible. Pour les retardataires, il y a une séance de rattrapage. Donc effectivement, c'est l'application de l'hyperconvergence au cloud hybride et au multi-cloud. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, l'hyperconvergence, c'était finalement la capacité de rassembler le stockage dans un même truc, dans un même système, et avec la possibilité de l'étendre de manière extrêmement flexible. Et donc là, c'est plus ça tellement l'objectif. D'ailleurs, Nutanix a changé la classification de HCI. Il parle plus de ça. Il parle de hybrid cloud infrastructure. Et donc l'idée, c'est finalement d'avoir la même infrastructure, soit la même infrastructure dans son data center ou sur le cloud, quel que soit le fournisseur, et de pouvoir passer de l'un à l'autre de manière la plus fluide possible. Et à l'occasion de cette matinale, donc il y aura Nutanix, bien sûr, qui est quand même le champion dans ce domaine. Il y a Rubrik, il y a Cohesity, et puis il y a Commvault. Donc c'est, je dirais, des acteurs. Alors les trois premiers, Commvault peut-être un peu moins, mais bon, quand même. En tout cas, les acteurs du stockage historique, important. Et pour conclure, Guy, notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, le premier de l'année, alors c'est pas Capri qui est fini, c'est BlackBerry, ça arrive un peu. Alors c'est la fin de BlackBerry, en tout cas dans sa déclainaison, comment dirais-je, de terminal portable. Parce que la marque existe encore, mais on sait qu'ils ont changé de métier. Là, pour le coup, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est un peu radio nostalgie. Nostalgie un peu, oui. Donc le BlackBerry, en fait, si on se ramène dans les années 2000, c'était le summum de la modernité. Parce qu'en fait, avant tout le monde, ils avaient finalement un petit terminal avec un clavier physique pour nos jeunes lecteurs qui n'en ont jamais vu. Ça peut surprendre. Il y a 20 ans, c'est pas si vieux, mais enfin. Non, quand même. Mais quand même. Et donc un vrai clavier physique. Et donc l'intérêt de ce BlackBerry, c'est que bien avant tout le monde, il permettait d'envoyer et de recevoir des mails. Et donc de recevoir des mails qu'on pouvait après consulter sur un PC et vice versa. Et donc ça avait permis à RIM, le fabricant, donc Research in Motion, le fournisseur canadien, de prendre des parts de marché significatives sur le marché des smartphones à l'époque, des téléphones mobiles. Je ne sais pas comment on les appelait d'ailleurs, j'ai un peu oublié, mais en tout cas des téléphones mobiles. Et donc ils avaient pris 10%, voire je crois certains trimestres ils étaient arrivés à 1%. Donc c'était vraiment ce qu'on faisait le mieux, les state of the art, comme on dit en bon français. Et puis patatras, le 16 janvier, donc ça fait 15 ans exactement, Apple a sorti son iPhone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Apple, à l'époque, Steve Jobs, ne s'était pas présenté comme un concurrent de RIM, de BlackBerry. Et BlackBerry ne s'était pas senti menacé par l'apparition de l'iPhone. Et même au départ, il y avait des... Alors au départ, Steve Jobs était un peu... un peu moqué de BlackBerry en disant que c'était de l'Internet pour les bébés, c'était moqué du clavier, etc. Puisque lui, en gros, son idée, c'était 3 fonctions principales en une seule, avec un clavier virtuel. C'était donc ça qui était le... Et puis, bon, le résultat est là. BlackBerry s'est effondré en quelques années. C'était absolument... Je dirais un peu comme la règle à calcul s'est effondrée avec la calculette, quoi, aussi rapidement. Donc c'est quand même, je dirais, c'est à la fois une histoire vraie, mais aussi c'est une leçon je dirais, dans le domaine de la technologie. Comment finalement les choses peuvent évoluer très vite. Et ça me fait penser un peu à Google au début, où on présentait un peu comme finalement un monopole, ce qu'il est de fait aujourd'hui. Et dès le début, ils ont dit, mais non, on n'est qu'à un clic de
d'un concurrent. Ce qui était vrai. Rien n'aurait empêché personne d'arriver avec un moteur de recherche plus performant. Ce qui n'est jamais arrivé aujourd'hui, ça n'arrivera sans doute plus. Donc, toujours est-il que, bon, voilà, et le BlackBerry a disparu, et l'iPhone, l'iPhone, c'est vraiment le modèle du smartphone. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent d'iPhone, même s'ils n'ont pas un iPhone. Je ne sais pas si dans votre entourage ça vous arrive, mais et ce qui est incroyable, c'est que si on regarde, si on boucle avec les 3 milliards, l'iPhone, c'est encore les 2 tiers du chiffre d'affaires d'Apple. Le chiffre d'affaires d'Apple, l'année dernière, c'est 370 milliards de dollars. Et son bénéfice, c'est 95 milliards de dollars. Le bénéfice d'Apple est supérieur au chiffre d'affaires d'IBM. Donc vous voyez que les chiffres, parfois... sont perturbants. Oui, un peu. Eh bien, écoutez, Guy, merci. Donc pour ceux qui ont un BlackBerry, il faut le garder. Ou alors le garder, effectivement. Et mettre au musée. Je ne sais pas si sur des sites comme... j'en citerai pas de nom, mais soit le garder, soit le mettre aux enchères. Très bien, Guy. Merci encore une fois pour cette analyse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci, à très bientôt.